Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du Grand JT des Territoires sur TV5 Monde et sur vos chaînes de la TNT en région. Voici tout de suite les titres de l'actualité. Un monde plus vert, l'événement de la semaine, c'était le Forum Nouveau Monde, forum de la transition environnementale et sociétale qui s'est tenu à Montpellier. Nous entendrons dans ce journal la vice-présidente du groupe La Dépêche, Marie-France Marchand-Baillet, partenaire de l'événement, visiblement très soucieuse de ces questions. Vous entendrez également le récit des aventures rocambolesques du navigateur Guirec Soudé, tout juste rentré d'une traversée de l'Atlantique à la rame. Et oui, des péripéties qui ne manquent pas de rebondissements, vous le verrez dans un instant. Le Tigerwood des maternelles sera dans ce journal. On fera la connaissance d'un sacré petit bonhomme. À l'âge où les enfants aiment faire de la balançoire, eh bien Georges, lui, passe la plupart de son temps sur un green à peaufiner son swing. Et puis dans ce journal, un éclairage, celui de Joseph Arakel, vice-président de la Ligue contre le cancer, qui nous parlera de l'opération qui a eu lieu le week-end dernier à Marseille. Que d'émulation au Palais des Congrès de Montpellier pour commencer ce journal. Et pour cause, s'est tenu 3 jours durant le Forum Nouveau Monde. Un moment d'échange, de débat autour de la biodiversité, de l'économie circulaire aussi. Des ateliers étaient également proposés pour apprendre à bricoler, à coudre. Des ateliers également de sensibilisation au zéro déchet ou bien encore au risque climatique. Interviewée sur le forum, Marie-France Marchand-Baillet, la vice-présidente du groupe La Dépêche, partenaire de l'événement, se montre extrêmement optimiste pour l'avenir. Les jeunes, les enfants, les adolescents sont très sensibilisés au sujet de la transition écologique. C'est eux qui tapent du poing sur la table en disant à leurs parents on fait plus ceci, on fait plus cela. Et je suis quelqu'un de très optimiste. Je crois en la jeunesse absolument et je suis convaincue que c'est la génération des 15-30 ans qui va faire basculer les choses. On continue dans le vert dans ce journal avec un avion 100% électrique. Après la voiture électrique, l'avion électrique. Je vous présente Vélis, un avion qui peut voler 50 minutes en autonomie entre 160 et 180 km/h. À Toulouse, les élèves de l'ENAC, l'École nationale de l'aviation civile, ont pu le tester. Un événement immortalisé par la caméra d'Agnès Grimaldi pour La Dépêche, nos confrères sur place. On est assez fiers d'être les pionniers, donc les premiers vols Vélis à l'ENAC. C'est important pour l'ENAC, c'est important pour l'industrie, donc on est baigné là-dedans et on joue le jeu, voler sur le Vélis. Je vous le disais dans les titres de ce journal, après le vert, le rose. Et Octobre Rose, comme vous le savez peut-être, c'est le mois d'octobre qui est consacré à la prévention contre le cancer du sein. Partout en France, tout au long du mois, des animations sont organisées par la Ligue contre le cancer, comme à Marseille par exemple, où le groupe Mulet-Quétu a donné le tempo face à Sainte-Féréole. Et justement, nous avons joint par téléphone Joseph Arakel, le vice-président de la Ligue 13, l'antenne marseillaise de la Ligue contre le cancer. Il revient notamment sur l'importance du dépistage et le dynamisme de l'association. Écoutez Joseph Arakel. Alors ça fonctionne bien parce que c'est une ligue qui est innovante et aussi qui le doit à son président Pierre Garosi. Donc cette maison du bien-être qui a accueilli le président Daniel Distry, ça incarne vraiment cette nouvelle image de la Ligue pour être plus proche des gens. Il faut arriver à vaincre ce combat, et on n'arrivera à le vaincre qu'en trouvant les solutions médicales. Ce que je veux vraiment rappeler, c'est cette relation de confiance, elle doit être totale, et être sûr que nous sommes au service des malades et uniquement au service des malades. Voilà, et sur votre écran s'affiche à l'instant l'adresse à laquelle vous pouvez faire vos dons à la Ligue contre le cancer. N'hésitez pas, ils ont besoin de vous. Tout à fait autre chose dans ce journal, première récolte au Mont-Dol. Un nouveau vin, un chardonnay, il verra bientôt le jour. Et Natacha Astor et Claire Villalon de TVR à Rennes ont pu assister aux toutes premières vendanges dans ce cépage né il y a à peine 2 ans. Regardez ce reportage. Sur le Mont-Dol, à côté des champs de maïs, un vignoble prend racine. Côte du Moulin, c'est le nom de ce chardonnay, une aventure folle lancée en 2019 par une association de passionnés. Et pour exploiter la parcelle de 1000 m², il a fallu beaucoup de travail. On a creusé à la baramine et à la main pour faire les trous pour mettre les pieds. Donc voilà, bien tasser, mettre la paille sous la bâche. Au pied du moulin, 1000 pieds de vigne poussent. L'endroit est idéal.
Nous sommes sur un rocher qui va essayer de se frayer un chemin à travers cette roche. Nous sommes sur une pente extraordinaire, comme vous pouvez le voir. En Bretagne, il y a quelquefois un peu de pluie. Et c'est vrai que la vigne, par définition, n'aime pas tellement l'eau. Et donc ici, on n'aura pas ce problème-là. Il aura fallu près de 2 ans à l'association Mondol 2020 pour monter le projet et obtenir l'autorisation du ministère de l'Agriculture. Aujourd'hui, l'équipe de bénévoles récolte les quelques grappes de raisin, mais il faudra attendre 2022 pour déguster la première cuvée. Bon, là, il y a quelques grappillons. Bon, je pense que dans 1 an, ça sera nettement plus. Et on va vendanger, on va faire le vin alors avec des systèmes de vinification que je ne connais pas trop, même si j'ai quelques idées sur le sujet. Mais enfin bref, c'est un beau projet, je crois, c'est ce qu'il faut se dire. Et la cinquantaine d'amateurs compte bien fabriquer entre 500 et 700 bouteilles dès l'année prochaine. Direction Bordeaux maintenant, question comment lutter en même temps contre le gaspillage et la précarité alimentaire des étudiants. Tout simplement avec un réfrigérateur zéro gaspillage, comme celui installé au sein de l'université Bordeaux-Montaigne, où Germain Michelet, pour TV7, la chaîne du groupe Sud-Ouest, s'est rendu pour nous. Des yaourts, des pâtes, des fruits, mais aussi du dentifrice et du café. C'est une partie de ce que l'on peut trouver dans le frigo zéro gaspille de l'université Bordeaux-Montaigne. Inauguré ce mercredi, chaque étudiant peut venir s'y servir gratuitement à sa convenance. Je suis sportive et j'ai un gros appétit et du coup j'ai pas toujours à manger à hauteur de ce que je voudrais, et d'avoir quelque chose qui est accessible en libre service ou même pour très peu cher, c'est quand même une aide en plus. Le frigo est mis à disposition sur le campus en libre service, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Les dons alimentaires proviennent de sources diverses, étudiants, associations, distributions et autres commerces. Le frigo zéro gaspille est composé d'une armoire frigorifique pour les produits frais. Et pour les produits secs, il y a un garde-manger et aussi des produits d'hygiène de première nécessité. Déjà importante avant la crise sanitaire, la précarité étudiante s'est encore plus développée. Pour pouvoir manger, certains avaient dû trouver des alternatives, comme l'Elia. J'ai vendu des affaires mes instruments de musique, mes consoles, j'ai vendu plein de trucs que j'avais depuis toute petite, et parce qu'il fallait que je mange, et je les rachèterai peut-être dans 10 ans. Mais après, c'est pas un petit frigo comme ça qui peut résoudre le problème de tous les étudiants. C'est un petit plus, et j'espère que ça servira à toute la fac. Un petit plus qui va donner un coup de pouce aux étudiants les plus précaires. L'association du Crépac envisage de généraliser ces frigos solidaires à tous les campus de la région Nouvelle-Aquitaine. Le prochain sera inauguré à Bordeaux Sciences Agro, courant octobre. Direction la Bretagne à nouveau dans ce journal, comme je vous le disais en titre, un exploit maintenant nous est compté. Celui de Guirec Soudé, un jeune navigateur de seulement 29 ans. Il a, écoutez bien, traversé l'Atlantique à la rame. Un périple de 5000 km, loin d'être une sinécure, comme il l'a expliqué au micro de Valérie Leroux-Coleno, de TBO, la chaîne du groupe Le Télégramme, à son arrivée au port de Château de Brest. Pour accueillir le rameur costarmoricain, c'est toute la panoplie de la marine à moteur, à voile, à foil qui était de sortie dans la rade de Brest. D'abord remorqué, Guirec a ressorti les rames pour faire symboliquement son entrée dans le port. Sur le quai, beaucoup de gwenadus, de bravos criés, beaucoup d'émotions et d'admiration. Je suis ses aventures sur les réseaux sociaux et que j'avais encore jamais eu l'occasion de le voir en vrai. Après 107 jours de mer, 20 heures de rame par jour, le marin était surtout content d'arriver sain et sauf et d'arriver en Bretagne. J'ai une bonne étoile là qui m'a guidé. C'est quoi, arriver sur mes terres et être reçu comme ça là, mais que d'émotions, mais cela n'était pas gagné, car après 70 jours de traversée, des vents contraires l'empêchent de rentrer et le marin ne cesse de dériver. Donc j'ai décidé de faire du sud-ouest, donc partir un peu à l'opposé de la Bretagne, et je m'écartais. Et là j'ai vraiment galéré. J'ai mis 24 jours à tourner en rond, à récupérer mon point GPS. Mais j'étais tellement heureux, parce que pour moi, arriver en Irlande, en Espagne, mais j'aurais dû recommencer en fait. C'était énorme. Si Monique, sa fidèle poule, n'était pas de la partie, Guirec avoue s'être fait beaucoup de nouveaux compagnons pendant la traversée. J'ai été suivi par des requins blancs, j'ai vu des orques, j'ai eu des baleines, j'ai eu des étoiles filantes à gogo. Des moments magiques qui l'ont aidé à tenir dans cette aventure plus longue et plus éprouvante que prévu. Le marin s'est fait de grosses frayeurs, comme ce moment dans l'attente d'une tempête tropicale. Et là je me suis retourné, j'ai rien vu venir, et je me suis retrouvé du coup à l'envers, et l'eau a commencé à rentrer. J'avais plus d'air dans mon bateau, et je me suis retrouvé à l'envers, avec mes affaires qui partaient. À bord, plus rien ne fonctionne, les vivres commencent à manquer.
S'il apparaît souriant et bronzé aujourd'hui, Guirec Soudé a perdu 14 kilos. Mais comme un breton, il a tenu bon, un courage salué sur le quai par Eugène Riguidel. Ses proches, évidemment. Voilà l'aventurier à terre et ses proches, comme beaucoup de Bretons aujourd'hui, fiers et rassurés. Et dans ce journal, nous partons maintenant pour le Pas-de-Calais, à la rencontre d'un ancien enseignant qui a décidé de changer de vie et de devenir brasseur. C'est le récit d'une reconversion réussie par Caroline Fichten de WEO, la chaîne de la Voix du Nord. Opération concassage ce matin chez Éric Vasseur. Cet ancien enseignant devenu brasseur s'est lancé en 2018. Il a aménagé son garage, investi dans du matériel et a fait le grand saut de la reconversion professionnelle basée sur une passion. La passion elle est venue par le biais de mon beau-fils, qui lui est brasseur aussi. À force d'en discuter, le petit virus est arrivé. Une fois qu'on tombe dedans, je pense qu'on a du mal à en sortir. Et puis ras-le-bol de l'enseignement, envie d'autre chose. Pour passer à autre chose, il a fallu un peu de temps, car on ne s'improvise pas brasseur. Vous avez vu tout à l'heure le concassage, là je suis en train de faire l'empâtage, c'est-à-dire que je mets mes céréales concassées dans l'eau chaude afin de récupérer tous les sucres fermenticibles des céréales. Je suis parti en formation, et après système D pour apprendre. Et donc après, des essais pour créer les recettes sur du matériel beaucoup plus petit. La brasserie des Terres d'Opale, c'est l'histoire d'un ancien prof qui voulait faire quelque chose de ses mains, qui est tombé sur un passionné et s'est lancé à son tour, entraînant avec lui son épouse enseignante. Une histoire d'ex-prof donc, mais surtout de famille et de passion. Voilà, dans ce journal, vous allez voir, Tiger Woods n'a qu'à bien se tenir. Tout comme le champion américain, George a tenu son tout premier club à l'âge de 2 ans. Et aujourd'hui, à seulement 4 ans, c'est le plus jeune licencié du golf Isabella de Plaisir dans les Yvelines. Portrait d'un très jeune passionné, signé Bichante Mérien Sansisteban pour TV78. Qui est-ce qui t'apprend à jouer au golf? Papa. Une passion de père en fils. À 4 ans seulement, Georges est le plus jeune licencié du golf Isabella de Plaisir, une histoire avec les clubs qui a débuté il y a presque 2 ans. Ça faisait un an, enfin un peu moins d'un an, ça faisait 6 mois qu'il avait démarré. Et donc il y a eu cette période de Covid où on était tous à la maison. Et là, pendant les après-midi, lorsqu'on était enfermés, j'ai sorti un club et vraiment j'ai remarqué que Georges était très attiré. Il tapait avec moi pratiquement tous les midis, des balles pour faire des petites approches. Pour François, son père, Georges a déjà les qualités pour faire de lui un futur bon golfeur, et ce, même en temps de pluie. Je trouve il reste très concentré, parce qu'il apprécie vraiment ça. Son objectif, quand il tape une balle, c'est de nous montrer qu'il a réussi, donc il est très fier lorsqu'il a réussi à taper la balle. Et après, vraiment essayer de la rentrer jusque dans le trou, et il reste très patient. Donc ça, c'est vraiment bien. Et c'est aussi autre chose, c'est que quand il rate un coup, il arrive à se reconcentrer et dire c'est pas grave, je vais réessayer une deuxième fois. Tous les dimanches, l'apprenti golfeur vient sur le domaine de Plaisir, soit pour jouer avec sa famille, soit pour renforcer ses bases lors d'un cours de 45 minutes. Georges a été licencié l'année de ses 2 ans, enfin au cours de sa 2e année. Voilà, il a démarré à 2 ans et demi et on a grand plaisir à le compter parmi nos effectifs. C'est effectivement notre plus jeune pousse et ça prouve à tout le monde qu'il n'y a vraiment pas de limite pour commencer le golf. Papa, regarde-moi. Contrairement à d'autres enfants du club, il a moins déjà besoin de ses parents pour aller tout de suite en cours. En fait, il est super motivé, il n'est pas trop timide. Georges a déjà passé son premier drapeau en cours et lorsqu'on lui demande, il se voit poursuivre sa passion pour toute la vie. Voilà, il était sans doute également lui aussi un excellent golfeur. Ça ne vous a pas échappé. Le dernier volet des aventures de James Bond, Mourir peut attendre, vient de sortir sur nos écrans. Une avant-première exceptionnelle avait été organisée à Monaco. Et comme vous le voyez sur ces images, prises par Fabien Bonilla de Monaco Info, nos partenaires sur place, le prince Albert II est arrivé au volant d'une sublime Aston Martin, accompagné du réalisateur du film, Kari Fukunaga. Voilà, Manu Dibango, saviez-vous que le saxophoniste camerounais qui nous a quittés en mars 2020 avait vécu dans une commune de 3000 habitants en plein cœur de la Sarthe. Son passage est resté gravé dans les mémoires de chacun là-bas, comme a pu le constater Anthony Piton de Vial MTV sur place, nos partenaires. Il tenait beaucoup à ce tableau et il a voulu
me l'offrir avant de partir. Ces souvenirs, Michel les conserve précieusement. Ce Calaisien est l'un des grands amis de Manu Dibango. L'icône du jazz, Michel l'a rencontré en 1992 quand il a souhaité renouer avec la ville de Saint-Calais. Je suis très ému quand on évoque son nom. J'ai toujours aussi son rire dans ma tête. C'était une vedette internationale, mais il était d'une simplicité qui faisait tout le reste. Manu Dibango a connu Saint-Calais à 16 ans, par le plus grand des hasards. Son père voulait qu'il fasse des études. Son frère avait un correspondant à Saint-Calais. Et c'est comme ça qu'il a débarqué ici, mais il aurait pu avoir un correspondant ailleurs et il serait débarqué ailleurs. C'est ainsi que Manu Dibango a passé 2 ans à Saint-Calais. C'est dans ce collège, le collège Jules Ferry, que le jeune Camerounais commence ses études en France, en 1949. Depuis, l'ancien dortoir qui l'accueillait est devenu une salle de réunion qui porte son nom. Dans le fond de la salle, son premier saxophone qu'il a donné à l'établissement. L'objectif, c'était qu'il y ait une rencontre entre les élèves du XXIe siècle et M. Manu Dibango qui a pu raconter son histoire aux enfants. Cette histoire, Jean-François, le professeur de musique du collège, continue de la raconter. Une façon de partager avec ses élèves quelques-uns de ses beaux souvenirs, comme son invitation pour un concert à l'Olympia. J'ai assisté à tout, c'est-à-dire que j'ai assisté à la journée de répétition, au réglage de son, ce qu'on appelle la balance. J'ai eu la chance de pouvoir écouter le chœur de gospel de Londres et puis tous les artistes qu'il a invités ce soir-là. Et évidemment, son concert était pour moi... J'étais comme un enfant avec les lumières dans les yeux et on a bu un pot ensemble et c'était vraiment quelque chose de mémorable. Tout au long de sa vie, Manu Dibango est revenu régulièrement dans sa ville d'adoption de Saint-Calais. Et puis aussi à noter dans ce journal, le magazine Le Point qui sort 2 éditions cette semaine locales, l'une à Lyon et l'autre à Toulouse. Vous le voyez sur cet écran, tout d'abord l'édition Toulouse du Point, avec ce titre « Ce qui se mijote ». C'est un dossier coordonné par Valérie Pfeiffer. Il y a beaucoup de papiers dans cette édition sur le bien manger, un tour d'horizon des initiatives locales, également sur 2022, passé par le Capitole, c'est une étape capitale. Et puis aussi la présidentielle, l'Occitanie, labo de campagne d'Anne Hidalgo, et puis de la littérature avec Christian Autier qui chante une ode à sa muse. Enfin, les carnets d'adresses de la rentrée pour Toulouse et ses environs, et également un dossier très intéressant sur l'immobilier au plus haut, donc l'édition Toulouse du Point cette semaine. Et puis vous le voyez sur cet écran également, l'édition Lyon, avec ce titre « Ce qui se mijote », un dossier coordonné par Audrey Emery au Point, avec l'institution Bocuse, de nouveau au firmament, avec un point d'interrogation, un article très intéressant sur cette icône lyonnaise, et puis les tables à sensations de la rentrée à Lyon, un caviste aussi, avec un repère de bonnes cuvées, et puis toujours la politique abordée dans cette édition locale avec l'opposition, le retour de la droite à Lyon. Enfin, un dossier sur les valeurs sûres de l'immobilier qui s'assagit. Donc l'édition locale du Point à Lyon cette semaine. Voilà, lire c'est aussi voyager, disait Victor Hugo. Alors rien d'étonnant de découvrir une librairie dans d'anciens wagons de train. Un lieu chargé d'histoire que nous font visiter Jérôme Errand et Michael Joly de Via 95, nos confrères dans le Val d'Oise. Des bouquins dans des tiroirs, de drôles de sièges, des étagères étroites. La Caverne aux livres, c'est une librairie insolite, dans des wagons et une halle à marchandises qui croisent les voies de la gare d'Auvers-sur-Oise. Un projet un peu fou, initié en 1989 par Philippe Ferry, lassé du journalisme. Son fils s'en souvient bien. Au départ, il voulait quelque chose de très très grand, il voulait se mettre dans les champs. Malheureusement, on s'est rendu compte que dans les champs, il n'y aurait personne qui passerait. Donc on a trouvé cette halle à marchandises et on a rajouté 3 wagons qu'on a fait venir de la gare du Nord il y a 30 ans. Rachetés par la ville en 2017, 2 des 3 wagons, en jaune à l'origine, ont été repeints en bordeaux en 2020. Un moyen de retrouver la couleur historique de ces fourgons postaux SNCF d'avant-guerre. Antoine Ferry a été témoin de ce changement. Depuis une quinzaine d'années, il a repris l'œuvre de son père disparu. J'ai fait la librairie à ma façon à moi, alors que lui c'était beaucoup d'ésotérisme et beaucoup de livres religieux. Religion, cuisine, animaux, voyage.
le public peut trouver de tout parmi les dizaines de milliers de livres en vente. Une variété qui attire jusqu'à Patrick Poivre d'Arvor. L'ancien présentateur du JT de TF1 vient au moins une fois par an faire ses emplettes. En plus de l'exhaustivité, les personnes apprécient aussi et surtout l'ambiance. En général, lorsqu'elles rentrent, elles disent « Oh, c'est extraordinaire, oh, c'est splendide, oh, on se croirait chez Harry Potter ». Enfin bon, plein de réflexions. Combien vous avez de livres? Enfin, les gens en général sont enchantés. Pour alimenter cet antre, Antoine Ferry achète ou reçoit des dons suite à des déménagements ou des décès. L'un des 2 derniers bouquinistes du Val d'Oise espère susciter des vocations chez les jeunes générations. Voilà, partons en pleine nature maintenant pour avoir la chance d'entendre le brame du cerf. Alors il faut non seulement de la patience, mais aussi de la persévérance. Et Norbert Laïs, ce passionné de cervidés, n'en manque pas, vous allez le voir, comme ont pu le constater Aurélie Colombel et Hélène Leplat pour Vosges Télévisions. Regardez. En forêt, le brame du cerf se fait entendre. L'automne sonne la saison des amours, l'occasion pour Norbert Laïs de s'approcher des cervidés. Sur les hauteurs du Valtin, il a remarqué leur passage dans les fourrés. Il passe du monde là. Des flaques de boue, des traces dedans. Et puis en regardant bien les traces, on voit que c'est du cerf. Parce qu'on ne voit pas les traces d'ergot, comme le sanglier. Le vidéaste décide donc de positionner une caméra à proximité. Il récupérera son matériel plus tard. En attendant, il cherche un autre endroit pour se poster avant la nuit. Déjà, il faut se mettre au bon endroit, savoir connaître le terrain, savoir d'où viennent les animaux, pour ne pas être surpris. Moi, je sais que ça va venir par là. J'entendrai d'abord bramer au fond là-bas. Après, ce sera ici. Après, ils monteront. Quand il a de la chance, ce passionné de nature rapporte ses trésors chez lui. Pics noirs, faucons, cerfs, il poste tout sur Chasse Dim, sa chaîne YouTube. Le vidéaste a atteint jusqu'à 40 000 vues par jour grâce à des admirateurs de la forêt vosgienne, y compris en Inde ou aux Amériques. Je suis né près de la forêt, j'ai toujours vécu en forêt quasiment. Déjà quand je travaillais, j'arrivais à être 700 heures en forêt par an. Mais pas dans le brame, je pars le matin, je reviens le soir, ou je pars le soir, je reviens le lendemain. Cette nuit-là, la patience ne paie pas. Seuls quelques cris du brame s'entendent au loin. Mais le cerf reste à distance. La pression de la chasse qui fait qu'il y a beaucoup moins d'animaux, pour mon compte, je trouve qu'il y a beaucoup moins d'animaux. Il en faudra plus pour décourager Norbert Laïs, surtout que son piège vidéo, lui, a été beaucoup plus chanceux. Voilà, et pour refermer ce journal, un hommage à Bernard Tapie, décédé le 3 octobre dernier d'un cancer. Il n'était pas seulement un homme politique, mais également un acteur. Et en avril dernier, pour une émission qui s'appelle Alain Delon face au monde, que j'ai eu la chance de présenter, j'ai assisté à un échange entre lui et Alain Delon, qu'il avait vu jouer sur scène. Regardez et écoutez cet échange entre les deux hommes. Lorsqu'Alain Delon est venu vous voir au théâtre, vous jouiez Vol au-dessus d'un nid de coucou et vous aviez fait une performance théâtrale qui a impressionné le public. C'est gentil parce que, en fait, quand il m'a fait savoir qu'Alain était là pour rentrer dans la loge, vous vous doutez que j'étais non seulement content, mais vachement fier. Mais quand après, il m'a parlé aussi gentiment, en disant des choses qui venaient de lui. Quand je dis lui, c'est parce que c'est pas un flatteur de nature. Et qu'en plus, en tant qu'acteur, c'est comme si Platini était rentré dans la loge d'un footballeur qui commençait à jouer, quoi. Et donc, évidemment, j'ai été extrêmement touché de cette démarche. Voilà pour l'acteur, mais Bernard Tapie était également propriétaire du groupe La Provence. Il avait accordé une longue interview aux journalistes du quotidien en juin dernier, dans laquelle il faisait le bilan d'une vie. Interview de Bernard Tapie dans La Provence, écoutez. J'ai l'impression que je suis pas né pour rien. Tu vois? Voilà, si tu veux te savoir. Quand je lis les courriers, quand je vais dans la rue, je me dis, t'as bien fait d'être là. Quand je meurs, je suis plus là, mais je serai là-haut. Crois-moi, je vais vous regarder. Voilà, c'est la fin de ce grand JT des territoires. Merci de nous avoir suivis sur TV5 Monde et sur vos chaînes régionales de la TNT. On se retrouve très vite pour une prochaine édition. Au revoir à tous et bon courage.